et à toutes qui nous suivez en direct. Je suis Clémence Beauvais, coordonnatrice événements et communication au RGCQ. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire InfoCodo Vivre en copropriété. Puis ce soir, ça va être deux experts qui vont pouvoir répondre à vos questions et vous éclairer sur le sujet. Adrien Valla, qui est directeur projet stratégique au RGCQ, et Hubert Miron, conseiller infogestion du RGCQ, qui vont être vos conférenciers pour la soirée. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions dans le bouton Q&R ou Q&A qui se trouve au bas de votre écran et on y répondra au fur et à mesure et également à la fin de la conférence. Donc, pour les personnes qui sont inscrites sur le site web, vous allez pouvoir recevoir l'enregistrement de ce webinaire ainsi que la présentation PowerPoint automatiquement par courriel dans les prochains jours. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne conférence et laisse la parole à vos conférenciers. Oui, merci beaucoup, Clémence. Peut-être pour le fonctionnement, là, tu l'as dit, on va prendre les questions au fur et à mesure. On va essayer d'attraper vos questions si on peut à la volée, si c'est dans le sujet. Sinon, n'hésitez pas à y aller avec toutes vos questions vraiment au fur et à mesure et on prendra tout ce qu'on peut à la fin. Peut-être une précision justement sur les questions auxquelles on pourra répondre. Ni M. Miron ni moi-même ne sommes avocats ou juristes, là, donc tout ce qui est d'ordre vraiment juridique, ça dépassera le champ de nos compétences. Mais pour ce qui est du reste, là, on va vous aider du mieux qu'on peut. Donc, ce webinaire InfoCondo, Vivre en copropriété, je vais commencer peut-être parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous ce soir qui ne sont pas membres encore du RGCQ, par nous présenter un petit peu. Vous avez peut-être entendu parler de nous par vos voisins, par vos amis ou tout simplement en allant sur Internet. Le RGCQ, on est un organisme à but non lucratif fondé en 1999. Notre objectif, c'est d'améliorer l'administration et la gestion des copropriétés au Québec. On a un fonctionnement par chapitre pour être au plus près justement de nos membres. Donc, 3 chapitres à Québec, à Gatineau et à Montréal. Et on représente au total plus de 95 000 unités de copropriété à travers toute la province. Donc, moi, je vous invite, si vous voulez en savoir un peu plus sur nos services, sur ce qu'on fait, même si vous êtes déjà membre, peut-être vous êtes des nouveaux membres, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web au rgcq.org. Les coordonnées seront à la fin de la présentation aussi, là, si vous voulez prendre ça en note, vous aurez plus d'informations sur le RGCQ. Ben, sans plus tarder, on va rentrer dans le contenu là, de notre présentation, Vivre en copropriété. On a pris pour acquis avec M. Miron que ce soir, là, principalement, vous êtes, je ne dirais pas des débutants, mais peut-être des gens un peu moins aguerris que certaines de nos autres formations qu'on donne. Donc, on va donner des informations, je ne dirais pas basiques, mais on va commencer par le début, en tout cas. La copropriété, c'est ce qu'on a marqué pour commencer, c'est un mode d'habitation où la propriété immobilière est répartie entre plusieurs personnes. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est le principe de base. Vous n'êtes pas tout seul propriétaire chez vous quand vous habitez en copropriété. Ce que j'ajouterais à ça ensuite, c'est que tous les types d'immeubles peuvent être détenus en copropriété. Je vais donner quelques exemples, puis peut-être, M. Miron, vous pourrez compléter là, selon ce que vous avez vu vous, dans votre expérience avec nos membres ou dans votre expérience de copropriétaire aussi. Mais on peut avoir des gratte-ciel, évidemment, qui sont en copropriété. On peut avoir des maisons de ville en copropriété. On peut avoir des triplex en copropriété. Et on a même vu parmi nos membres des chalets en copropriété divise, c'est-à-dire sur des grands terrains. Chacun a son chalet. C'est comme s'ils étaient vraiment chez eux, mais dans les faits, ils sont en copropriété. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, M. Miron. La plus petite copropriété, évidemment, c'est ce qu'on appelait à l'époque des duplex. Donc, 2 copropriétaires qui sont, dans le fond, 2 maisons collées. C'est un peu le principe de la maison de ville, sauf qu'au lieu d'avoir 5, 6, 7 maisons de rangée, c'est 2 maisons de rangée. Donc, la copropriété de base, c'est le duplex. Et comme vous le dites, on peut aller jusqu'à des centaines et des centaines d'unités d'habitation dans un même immeuble de copropriété. Oui, exactement. Puis ce que j'ajouterais, c'est qu'on a parfois des gens qui nous appellent qui ne savent même pas qu'ils sont en copropriété au moment d'acheter puis qui s'en rendent compte après. Par exemple, des fois, c'est des surprises là, dans les maisons jumelées où ça peut être des copropriétés et des fois, ça n'en est pas. Il n'y a pas de règle absolue. Et ce que je précise après ensuite sur qu'est-ce que la copropriété, c'est qu'il y a différentes formes de copropriété et la plus courante et celle qu'on traite vraiment au RGCQ, c'est la copropriété divise. Donc, la copropriété divise, elle est bien particulière parce que chaque copropriétaire est propriétaire à la fois de sa partie privative, donc vous êtes vraiment chez vous dans votre partie privative, mais vous possédez aussi une partie
de toutes les parties communes. Donc, c'est ce qu'on appelle la quote-part. Je pense qu'on y reviendra un peu plus loin dans la présentation, là, vous verrez. Et c'est ce qui va nous intéresser ce soir. Après, il y a d'autres types de copropriétés, mais dont on ne traitera pas. Si vous avez des questions spécifiques là-dessus, vous pouvez les poser dans le chat ce soir. Si on n'a pas le temps d'y répondre, là, je vous inviterai à nous recontacter par la suite. Et même dans la copropriété divise, on peut avoir des indivisaires également. C'est-à-dire qu'une unité d'habitation peut être détenue par plus d'une personne. Donc, souvent, on va retrouver des conjoints qui ont une unité d'habitation et qui sont copropriétaires dans la copropriété divise, mais qui sont indivisaires à un certain pourcentage, habituellement 50% chacun, dans l'unité d'habitation où ils sont. Donc, ils ont tous les deux des droits de vote au niveau de la copropriété divise. C'est ça, exactement. Et ça, c'est le cas de figure le plus courant, le couple. Mais des fois, par exemple, on peut penser à des successions ou des entreprises. Des fois, on peut avoir vraiment plus d'indivisaires qui sont copropriétaires. C'est ça. Donc, justement, comprendre le fonctionnement de la copropriété. Je le disais, la copropriété divise, c'est ce qui nous intéresse et ça a une conséquence d'être en copropriété divise, c'est qu'on est assujetti à beaucoup de dispositions du Code civil du Québec. Donc ça, tous les articles, là, vous pouvez les trouver en consultant en ligne. Des fois, c'est une lecture un peu aride. C'est pour ça qu'on vous aide aussi à bien comprendre comment ça fonctionne concrètement. Mais c'est le Code civil du Québec qui est la base pour les copropriétés divises. Il y a quelques autres lois qui s'appliquent, évidemment. On peut penser au Code du bâtiment, surtout le chapitre sécurité, pour, par exemple, les alarmes incendies, etc. Si vous avez des piscines, il y a des règlements spécifiques qui s'appliquent qui ne sont pas dans le Code civil. Mais la base, c'est vraiment le Code civil. Et le deuxième document, et ça, il est spécifique à chaque copropriété, c'est la déclaration de copropriété. Peut-être, M. Miron, je vais vous laisser décrire un peu la déclaration. La déclaration de copropriété, c'est un acte fait par un notaire qui est déposé en minutes et qui a 3 parties. La première partie qui est l'acte constitutif. Deuxième partie, les règlements de l'immeuble. Et la troisième partie qui donne la description des parties privatives, c'est-à-dire habituellement les numéros de cadastre qu'on retrouve pour chacune des unités d'habitation, qui vient bien spécifier au niveau légal où est située telle unité, 101, 102, 203, 204. Et c'est l'élément important d'un copropriétaire, la déclaration de copropriété, avec évidemment, comme vous le disiez d'entrée, la disposition du Code civil, puisque le Code civil est souvent modifié depuis quelques années. Bien, souvent, les déclarations de copropriété, là, on en voit souvent qui nous appellent et pour qui on leur dit bien, il y aurait peut-être lieu de faire une petite mise à jour de votre déclaration de copropriété puisqu'elle entre en conflit dans certaines situations avec les dispositions de la loi. Donc, la déclaration de copropriété, important, 3 dispositions, 3 parties dans cette déclaration de copropriété. La deuxième partie, les règlements d'immeuble, qui est vraiment la vie en copropriété et qui peut être modifiée selon des normes de vote. Et la première partie aussi, qui est très technique, qui peut elle aussi être modifiée avec des dispositions différentes là, au niveau des votes en assemblée de copropriétaires. C'est ça, exactement. Et je pense qu'il faut dire ici, parce que vous n'êtes peut-être pas tous déjà en copropriété, ou ça fait peut-être pas longtemps que vous habitez en copropriété, mais il faut vraiment lire votre déclaration de copropriété. Je veux dire, là aussi, c'est une lecture un peu aride. Ce n'est pas un page-turner, la déclaration de copropriété, mais c'est quelque chose d'important. Il faut savoir ce qu'il y a dedans. Vous l'avez dit, M. Miron, les règlements, c'est vraiment ce qui va venir vous donner les balises là, au quotidien dans votre copropriété. C'est hyper important et on ne peut jamais assez le souligner. Et surtout, d'autant plus qu'en achetant dans une copropriété, vous vous engagez à suivre ce document-là. C'est un contrat que vous vous engagez à suivre en habitant dans la copropriété. Donc, c'est important, idéalement, avant l'achat, d'en prendre connaissance pour savoir si ça va faire votre affaire, cet immeuble-là. Et souvent, à la blague, évidemment, comme vous le dites, la déclaration de copropriété, c'est un contrat qu'on appelle légalement un contrat d'adhésion. On n'a pas le choix. Et comme je dis souvent à la blague aux gens, votre déclaration de copropriété, ça devrait être votre livre de chevet. À défaut de mieux, ou en tout cas, il faudrait bien la connaître. Mais on a une première question qui vient de rentrer, puis elle est intéressante justement parce que vous avez parlé de mise à jour de déclaration de copropriété. On vous demande est-ce qu'on doit passer par un notaire pour la mise à jour de la déclaration de copropriété? La réponse est oui. Surtout
A fortiori, si vous avez une vieille déclaration, et par vieille déclaration, j'entends rédigée avant 1994, qui était la première grosse réforme du Code civil, justement, générale, mais qui concernait aussi beaucoup la copropriété. Ça a changé beaucoup de choses. C'est vraiment un travail de professionnel. Je ne vous cache pas que c'est un mandat assez coûteux aussi. Donc, ça vaut la peine de faire affaire avec un notaire. Mais ça vaut la peine aussi, peut-être, avant de s'interroger sur ce qui serait peut-être à jour ou pas à jour dans votre déclaration. Vous n'êtes pas obligé de tout réécrire nécessairement non plus, là. Ça peut être fait à la pièce en fonction de vos besoins. Donc, Et on comprend aussi que les modifications qui peuvent être apportées à la deuxième partie, les règlements d'immeubles, ça, ce sont des modifications qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire notarier, là. C'est des règlements d'immeubles, on peut les approuver en Assemblée générale et elles deviennent officielles à ce moment-là. Elles font partie de notre déclaration de copropriété. Mais pour le exactement. reste, la partie 1 et la partie 3, ça, c'est obligatoire, on n'a pas le choix. Ouais, non seulement c'est obligatoire, mais je veux dire en plus, soyons très francs, là, j'ai envie de dire le commun des mortels, mais nous n'avons pas les compétences là, pour Absolument réviser pas. ça, là. Non. Ça prend vraiment un professionnel. Mhm. Donc, on a parlé du Code civil, on a parlé de la déclaration. Peut-être un petit mot sur l'organisation. En copropriété, on a deux organes décisionnels qui sont d'un côté le conseil d'administration et de l'autre l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est facile à comprendre, c'est tous les copropriétaires qui se réunissent. C'est une fois par année, c'est obligatoire. Et le conseil d'administration, c'est un petit groupe de copropriétaires ou non. Dans la plupart des déclarations, on permet que ce soit des gens qui ne sont pas copropriétaires dans l'immeuble, qui siègent sur le conseil d'administration aussi. Mais c'est un petit groupe de personnes qui est élu par l'Assemblée générale et qui gère et administre la copropriété au cours de l'année. Il y a des décisions qui relèvent du conseil d'administration, il y en a d'autres qui relèvent de l'Assemblée. Peut-être, M. Miron, si vous voulez nous donner des exemples là, de l'une ou l'autre. Les décisions qui relèveraient de l'Assemblée générale, un exemple facile, on veut faire construire une piscine. Donc là, c'est une modification de des parties communes, une modification de la déclaration de copropriété. Donc, c'est certain que c'est l'Assemblée générale qui va prendre cette décision-là, et souvent avec des modalités particulières, donc des votes à plus de 50 notariés, et puis évidemment, ça engendre des dépenses qui sont exceptionnelles aussi. Donc, ça, c'est des décisions qui sont exceptionnelles, qui relèvent de l'Assemblée générale. Autre exemple, contrat de déneigement, contrat de paysagement, ça, c'est le conseil d'administration qui, lui, veille à avoir des soumissions, veille à trouver le professionnel qu'il veut pour rendre le service adéquat et qui va donner les contrats en conséquence annuellement. Et souvent, dans les déclarations de copropriété, on va dire que les contrats peuvent être d'une durée de 2 années. Donc, ça, c'est des exemples là, où on a des décisions du conseil d'administration et des décisions de l'Assemblée générale. Comme vous l'avez dit tantôt, l'Assemblée générale, une de ses missions les plus importantes, c'est d'élire les administrateurs une fois par année lors de l'Assemblée générale annuelle. Et il y a aussi souvent dans les déclarations de copropriété, c'est une petite phrase qui dit que toutes les décisions qui ne sont pas prévues à être prises par l'Assemblée générale, ça relève du conseil d'administration. Donc, ça ne dit rien et ça dit tout en même temps. Donc, s'il y a une décision qu'on a à prendre, qu'on ne sait pas où elle est, qu'on ne la retrouve pas dans l'Assemblée générale, ça relève du conseil d'administration. Oui, exactement. Puis peut-être un gros morceau auquel les gens ne s'attendent pas tout le temps quand ils arrivent en copropriété, c'est que l'Assemblée générale ne décide pas du budget de la copropriété. C'est vraiment le conseil d'administration qui va soumettre un budget prévisionnel pour consultation. Donc, pas pour approbation, mais bien pour consultation à l'Assemblée générale. Et après, si ce conseil-là est réélu à la fin de l'Assemblée, parce que c'est souvent le dernier item, n'est-ce pas, dans une Assemblée générale, le dernier point à l'ordre du jour, si ce conseil d'administration est réélu, il mettra en œuvre son budget. Si l'Assemblée n'est vraiment pas d'accord avec le budget, la solution la plus courante, c'est quand même de ne pas voter pour les administrateurs qui ont proposé ce budget-là. Après, il faut savoir que bien souvent, en copropriété, quand on a des mauvaises surprises de budget, les administrateurs, ils ne le font pas à la légère non plus. Il y a des fois des travaux qu'on ne peut pas repousser, qu'il faut faire tout simplement, des dépenses imprévues aussi d'autres fois. Donc, c'est ça, mais ce n'est pas l'Assemblée qui doit
approuver, voter pour approuver le budget. Ce qui peut surprendre, là, parce que vous dites c'est mon argent, je suis chez moi, mais ça, c'est le travail vraiment du conseil d'administration. Et c'est une des questions qui nous est souvent le plus posée au niveau du service conseil infogestion. Ça n'a pas d'allure. On nous présente un budget, là, c'est pas nous qui allons l'adopter, ce budget-là. Et je leur dis toujours, ben, comme vous l'avez mentionné, c'est les états financiers, le premier point. Le deuxième point, c'est le budget prévisionnel. Si vous n'êtes pas satisfait des états financiers qu'on vous a soumis et du budget prévisionnel qu'on vous propose pour l'an prochain, bien là, vous avez l'autre point après qui s'appelle les élections. Et présentez-vous et vous aurez à établir le budget que vous voulez. Et souvent, bien évidemment, la réponse est bien, malheureusement, je n'ai pas le temps de m'impliquer. C'est ça, exactement. C'est pas une job tout le temps facile, administrateur de copropriété. Je pense quand même, c'est une fonction importante. Là, on vient de le dire, on vient de l'expliquer, c'est très important. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'entre vous ce soir qui sont administrateurs de copropriété. Vous le savez, là, ça peut être un peu ingrat, mais je pense qu'on peut aussi en tirer justement de la gratification et avoir du plaisir à le faire. Il faut espérer justement, il faut bien travailler aussi avec ses copropriétaires et avoir la chance de compter sur une bonne communauté. Et comme vous le dites, c'est tellement important le poste d'administrateur que s'il n'y en a pas, c'est le tribunal qui va nous en donner un par obligation et ce ne sera pas gratuit non plus à ce moment-là. Non, Donc, exactement. comme vous le dites, administrateur, c'est un travail qui n'est pas facile, qui demande du temps, qui est gratifiant. On apprend à administrer et gérer notre syndicat de copropriété. Il faut comprendre aussi que c'est la conservation de l'immeuble, mais la conservation de l'immeuble, c'est également la conservation de notre patrimoine à nous, individuels, comme copropriétaires. Et ça, bien, ça fait partie de notre héritage et ça fait partie de notre bien. Et si on veut vendre notre immeuble, notre unité d'habitation, ben, meilleure la gestion aura été faite, meilleures les finances seront, plus on aura mis dans l'entretien régulier, ben, ça va nous donner un bon coup de pouce pour vendre à ce moment-là notre quote-part. Exactement. Puis donc, on l'a dit, les administrateurs, ça ne se bouscule pas souvent pour être administrateur de copropriété. On nous pose justement la question, quel est le nombre minimal d'administrateurs.ca? Ben, ça, la réponse, elle est dans chacune de vos déclarations de copropriété qui prévoit le nombre d'administrateurs. Après, une fois qu'on est élu administrateur, on a le droit de démissionner en tout temps aussi, là. Ça nous arrive malheureusement des fois d'avoir des membres qui nous appellent, puis ils sont le dernier administrateur qui reste, là, mais il faut quand même en élire d'autres et respecter les dispositions de la déclaration au cours de la prochaine assemblée. Mais ça, la réponse est dans chacune de vos déclarations de copropriété. Dans la partie 2, règlement de l'immeuble. Donc, ça veut dire qu'on peut également modifier le nombre d'administrateurs, mais comme je dis souvent aux gens, idéalement un chiffre impair. Un chiffre impair pour que les décisions puissent se prendre. Sinon, si on est 2 ou 4 et qu'on est 2 contre 2, ben, il n'y aura jamais de décisions qui vont se prendre. Donc, idéalement, un chiffre impair. Et même s'il y a des démissions, tant qu'on a quorum, on peut continuer à bien administrer notre syndicat de copropriété. Malheureusement, s'il n'y a plus quorum, ben là, on n'a pas le choix. Il faut faire une assemblée générale pour réélire d'autres personnes qui vont voir à l'administration. Et comme j'ai dit tantôt, c'est important, c'est obligatoire et c'est tellement obligatoire que la loi prévoit que s'il n'y en a pas, le tribunal va nous en donner un. C'est ça, exactement. On ne peut pas ne pas avoir d'administrateur en copropriété. Là. Ça, c'est indispensable. Et justement, là, quand on parle de droits et responsabilités des copropriétaires, on l'a dit, les copropriétaires, ils élisent des administrateurs. C'est le plus gros, c'est leur plus grosse décision dans l'année. C'est important de participer aux assemblées de copropriétaires si vous êtes copropriétaire, là, parce que c'est le moment dans l'année où vous pouvez poser toutes vos questions, où on va vous répondre sur le champ, là, je veux dire, et où vous allez pouvoir avoir vraiment sentir le pouls aussi de votre copropriété tous ensemble. C'est un moment important dans la vie de votre syndicat. On le dit là, dans les droits et responsabilités, les copropriétaires ils doivent respecter la déclaration de copropriété. On l'a dit, c'est un contrat d'adhésion. Vous êtes obligé de respecter, mais on l'a mentionné un petit peu aussi, elle peut être modifiée, cette déclaration. S'il y a des dispositions, je ne sais pas, ça peut être une déclaration plus ancienne ou plus neuve, ça ne change pas grand-chose, mais il peut y avoir juste un changement
un changement dans la population des copropriétaires et à certains règlements qui faisaient du sens à un moment, mais qui n'en font plus maintenant. Vous avez le droit de les modifier. Peut-être, M. Miron, est-ce que vous avez eu des questions ou des exemples avec nos membres Bon, qui illustrent ça? il y en a beaucoup, beaucoup, mais les plus souvent qui nous reviennent comme questionnement au niveau de la réglementation, partie 2 de notre déclaration de copropriété, c'est les animaux domestiques, principalement les chiens. On avait droit aux chiens, là, il n'y a plus personne qui en a, il y en a seulement un, on veut l'interdire. Ou il n'y avait pas de chien, maintenant, il y a plusieurs personnes qui en ont, on voudrait l'inclure dans la déclaration de copropriété. Et les barbecues. Ça, ce sont souvent là, les deux éléments qui nous reviennent le plus souvent. On a des barbecues, mais là, les senteurs sont désagréables, ou on n'a pas de barbecue, mais là, tout le monde en veut un. Donc, tous les types de règlements peuvent être visés dans une déclaration de copropriété, évidemment, en autant que ça respecte les dispositions de la loi. Mais les plus souvent que ça nous reviennent, c'est les barbecues et les animaux domestiques, actuellement. Oui, c'est ça. C'est effectivement, on l'a dit, là, en copropriété, vous vivez ensemble, on est collé sur ses voisins, ça peut être des inconvénients qu'on vit moins en maison unifamiliale, ça, justement, ce qui est lié au barbecue et aux animaux domestiques, et on abordera un peu ça plus tard aussi, je pense. Mais c'est ça, ça peut être modifié. Si c'est des points qui touchent peut-être à des droits, justement, un peu plus sensibles, il y a quelques années, il y avait toute la question de la fumée de cannabis en particulier, mais de la fumée en général. Dans ces cas-là, moi, je vous conseillerais peut-être d'en parler d'abord avec un avocat ou un notaire parce que c'est important de bien faire les choses parce qu'un règlement efficace, c'est un règlement qui va être bien rédigé et qui va respecter les droits de tous les copropriétaires aussi. Et qui va tenir la route si jamais on devait le contester devant les tribunaux. Exactement. Donc, les finances, on en a parlé un peu du budget que vous ne pouvez pas approuver en tant que copropriétaire et dont le conseil d'administration s'occupe. Mais c'est bien évident que quand on vit en copropriété, on partage beaucoup de choses, mais on partage beaucoup de dépenses aussi. On a un immeuble en commun, il faut l'entretenir, il faut faire des travaux régulièrement et tout le monde va contribuer à ça. Donc, on contribue à ça comment? Par le biais des charges communes ou des frais de condo, c'est la même chose, qui couvrent donc les dépenses courantes. On peut penser à l'assurance du syndicat, le déneigement, l'entretien paysager, financer les travaux et l'entretien, donc, et aussi financer les futurs travaux du syndicat. Là, ça, c'est un élément important. En copropriété, on a un dispositif obligatoire qui s'appelle le fonds de prévoyance qui oblige les syndicats à mettre de l'argent de côté en prévision des dépenses majeures sur les parties communes. Encore une fois, on est vraiment dans les parties communes ici pour éviter que la situation classique, je pense que vous la figurez assez bien, l'immeuble a 25 ans, personne n'a mis d'argent de côté dans le fonds de prévoyance, vous avez acheté l'an dernier, puis là, il faut refaire, par exemple, toutes les fenêtres. C'est vous qui allez payer l'ensemble de la facture, mais vous n'avez pas profité de ces fenêtres-là pendant toute leur durée de vie utile et vous n'allez peut-être pas en profiter pendant les 25 prochaines années. Donc, c'est pour éviter ça. Peut-être, M. Miron, si vous voulez élaborer sur… C'est effectivement l'exemple classique, le toit et les fenêtres. Et c'est dans le fond, c'est pour protéger l'intergénérationnel, comme le législateur l'a prévu là, quand il a adopté le projet de loi qui vient modifier l'étude du fonds de prévoyance qui devient obligatoire. Donc, c'est pour faire en sorte que, comme vous l'avez dit, on ne se retrouve pas avec un copropriétaire qui est là depuis 6 mois et qui paie la toiture qui a été usée pendant 25 ans. Lui, elle ne l'a pas utilisé pendant un 25e, même pas un 25e, et il doit payer 100 des travaux pour faire le remplacement du toit. Donc, cet élément d'étude de fonds de prévoyance, elle est faite par des professionnels du bâtiment qui, eux, vont faire une étude sur une période de 25 ans en prenant une photo de votre immeuble à un jour précis et qui vont élaborer par la suite, à partir de données qu'ils ont standard au niveau du Canada, les fenêtres sont à changer dans tant de temps, la toiture, la brique, etc., et qui vont vous donner des budgets à chaque année, pendant 25 ans, quel sera le montant d'argent qui sera nécessaire pour faire en sorte qu'à telle date, telle date, telle date, il y ait tel type de réparation majeure ou de remplacement qui soit fait sur les parties communes et que, élément important, que tous les copropriétaires à présent
et futurs participent à cette contribution. C'est simple, c'est facile à comprendre. C'est pas toujours, on ne veut pas toujours le comprendre, par exemple, mais c'est ça. Non, Et c'est ça, c'est la même chose quand on a une maison unifamiliale. On est seul à payer. Ben, c'est bien certain que si on est prévoyant, on se dit le toit va durer 25 ans, puis si on sait que ça va coûter 25 000 puis qu'on dans 25 ans, on ne l'aura pas nécessairement, notre 25 000 ben, si on est un peu comme l'annonce à l'époque des obligations d'épargne du Canada, le petit écureuil qui mettait un peu de côté des noix, ben, on va mettre à chaque année un petit montant dans un compte de banque spécial qui va faire en sorte que dans 25 ans, on va réparer notre toit puis on va avoir l'argent. C'est exactement le même principe. Sauf que c'est c'est ça. X nombre de personnes qui doivent le faire. C'est ça, exactement. Mais justement, pour éviter les, j'ai envie de dire, un peu des dilemmes d'action collective et des passagers clandestins là-dedans, on a rendu ça obligatoire, justement. Vous nous posez une question, là. Quand est-ce que le fonds de prévoyance et l'évaluation seront obligatoires? La loi n'est pas encore adoptée. Donc, le fonds de prévoyance est obligatoire depuis 1994. Là, on ne peut pas y échapper. L'étude du fonds de prévoyance elle-même alors, elle n'est pas tout à fait obligatoire maintenant. La réforme de 2019 prévoit qu'elle va devenir obligatoire. On attend un dernier élément réglementaire là, de la part du gouvernement qui va vraiment faire que ça entre en vigueur. Et je ne peux pas vous donner de date exacte, mais ce qu'on m'a assuré à Québec avant les fêtes, c'est que ça allait sortir au tout début de l'année 2023, ce règlement-là, et pour une entrée en vigueur idéalement avant l'été. Donc, ce n'est pas dans ma cour, malheureusement. Nous, on a fait tout ce qu'on avait à faire au RHCQ pour ce mandat-là, pour que ça voie le jour. Je peux vous dire qu'à Québec, ils ont travaillé fort là-dessus et qu'au gouvernement, ça devrait être publié incessamment. Donc, ça s'en vient. L'étude va être obligatoire. Vous l'avez dit, M. Miron, c'est un professionnel qui vient pour 25 ans, mais ça va être renouvelé tous les 5 ans parce que on le vit en ce moment. Là, je veux dire, il y a une forte inflation. Si vous avez une étude du fonds de prévoyance qui date d'il y a 10 ans, je pense que les coûts ne sont pas justes là, pour regarder le coût des matériaux et de la main-d'œuvre. Donc, il faut que ce soit mis à jour sur à la fois les paramètres financiers puis réévaluer l'usure réelle là, des éléments de l'immeuble. C'est important. Au moins tous les 5 ans. C'est ça. La loi prévoit tous les 5 ans. Si vous voulez faire plus, vous le pourrez, mais tous les 5 ans. Ça va dépendre de la déclaration de copropriété. Il y a des gens qui m'appellent actuellement. C'est un des sujets majeurs. Là, et on me dit, je leur demande dans votre déclaration, qu'est-ce qui est écrit? Ben, il y en a qui me disent, c'est marqué 7 ans. Ben, si c'est marqué 7 ans, ça va être 5 ans. La loi prévoit 5 ans. Il y en a qui me disent, c'est 3 ans dans notre déclaration. Ben, la loi prévoit au moins tous les 5 ans. Donc, dans votre déclaration, c'est 3. Elle est plus restrictive que la loi. Donc, ce sera à tous les 3 ans à ce moment-là. Oui, exactement. Ça, c'est un point important là, de dire que la déclaration, on a dit, il y a la déclaration et le code civil principalement, mais la déclaration ne peut pas prévoir des choses moins rigoureuses que le code civil. C'est le code civil qui va primer dans ce cas-là, mais la déclaration peut être au contraire un peu plus rigoureuse que le code civil. Ça, vous avez le droit, mais ça fait partie des choses aussi que vous pouvez changer dans votre déclaration si ça ne vous convient plus. Pour finir sur les finances en copropriété, il y aurait beaucoup à dire sur les finances en copropriété, mais on fait un survol là, pour cette soirée-là. Mais les copropriétaires ne peuvent pas refuser de payer les charges communes, même s'ils ne sont pas d'accord avec le budget. Vous pouvez penser qu'une dépense n'est pas justifiée, qu'elle n'est pas nécessaire si le conseil d'administration décide de la mettre dans le budget annuel de la copropriété et calcule vos charges communes en fonction de ça, vous devez les payer. Vous n'avez pas le droit de ne pas payer vos charges communes. Vous pouvez vous faire poursuivre éventuellement si vous tardez trop à les payer. Il y a des copropriétés aussi où il y a tout simplement des pénalités. Et vu qu'à la fin, vous allez devoir les payer, on vous encourage évidemment à le faire sans faute, en temps et en heure pour éviter tous ces désagréments. Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'on vous a parlé donc, du budget prévisionnel que le conseil d'administration présente à l'Assemblée. Mais des fois, ça peut arriver au cours de l'année qu'on manque d'argent malgré le budget qu'on a prévu. Bon, souvent, ça va être un sinistre peut-être, des travaux imprévus, des choses comme ça. Ça peut être, dans certains cas, une poursuite qu'on reçoit contre le syndicat. Des choses qu'on n'avait pas vu venir, qu'on n'avait aucun moyen de savoir.
mais qu'il faut quand même payer, ben, dans ce cas-là, le conseil d'administration va demander ce qu'on appelle une contribution spéciale. Il faut savoir que pour faire ça, il faut convoquer une autre assemblée qui est une assemblée exceptionnelle, une assemblée générale exceptionnelle. Mais cette assemblée-là, de la même manière, on va vous donner de l'information, on va vous expliquer ce qui se passe, mais ce n'est pas au copropriétaire d'approuver ou la contribution spéciale. C'est vraiment le conseil d'administration qui vous informe et qui vous demande l'argent supplémentaire. Alors, là, on a passé la partie un peu plus, peut-être un peu plus technique là, de notre présentation ce soir. On va aller dans la partie un peu plus humaine. En copropriété, on l'a dit, vous vivez ensemble, vous êtes des voisins qui partageaient un bien immobilier. Et c'est important de le dire, là, les copropriétaires, vous faites partie d'une communauté. Donc, vous pouvez habiter dans une tour et croiser vos voisins jamais ou à peu près. Vous pouvez habiter dans une maison de ville et avoir l'impression que vous êtes tout seul chez vous et que les autres, ce n'est pas vraiment vos copropriétaires, vous êtes vraiment chez vous, maître chez vous. Mais la vérité, c'est que même peu importe le type d'immeuble, quand vous êtes en copropriété, vous êtes dans une communauté, vous avez donc on l'a dit, des dépenses, des décisions à prendre en commun, et il faut idéalement bien s'entendre. Parce que je pense que tout le monde a déjà eu peut-être des troubles de voisinage, ou en tout cas, ou a entendu parler de troubles de voisinage. Quand on habite ensemble et qu'on est copropriétaire, ça rajoute peut-être une petite couche là-dedans. Et je laisserai M. Miron peut-être élaborer là-dessus, mais la communication et la bonne volonté, là, ce sont vraiment les meilleurs amis des copropriétaires. Et c'est tellement vrai qu'on dit on fait partie d'une communauté, qu'il y a beaucoup de déclarations de copropriété. On appelle ça le préambule, là, avant, au début de la déclaration de copropriété. Le promoteur, dans son préambule, va nous donner des considérants que et des attendus que. Et il y en a souvent un, on retrouve le projet prendra le nom de communauté résidentielle ou de XYZ. Et là, évidemment, plus loin, on va donner un nom. Ça sera le syndicat des copropriétaires XYZ. Mais la définition philosophique, c'est bien souvent écrit dans la déclaration, dans le préambule, constitue une communauté résidentielle ou une communauté industrielle. Ça peut être des bâtiments industriels aussi. Donc, c'est exactement ça. C'est une communauté. Et qui dit communauté, ben, dit communication. Le mot vient de là. On dit également qu'il faut se parler, qu'on doit être empathique, qu'on doit être à l'écoute de, qu'on doit s'entendre. Et c'est ça, on doit mettre un terme un peu plus classique, on doit mettre de l'eau dans notre vin souvent. Parce que ce n'est pas nous qui avons tout le pouvoir, on a le pourcentage du pouvoir que notre quote-part nous donne, pas plus, pas moins. Exactement. Donc, vivre ensemble, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment important. Puis, ce qu'on constate, nous, à RCQ, je l'ai dit au début, là, on représente plus de 95 000 unités à travers tout le Québec. Ce qu'on constate, c'est que ça va bien en copropriété quand même. Enfin, je veux dire, les gens ils jouent le jeu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de friction, qu'il n'y a jamais de tension sur certains sujets. La copropriété, c'est quand même encore relativement récent au Québec aussi. Donc, il y a beaucoup de gens pour qui ça peut être leur première expérience en copropriété. Ils ne sont peut-être pas conscients nécessairement de tout ce partage qu'il faut faire entre les gens, mais ça va bien. On n'est pas là pour vous dire ce soir que c'est dur d'habiter en copropriété parce qu'on ne le pense pas nécessairement, mais c'est sûr que ça implique un autre état d'esprit que d'être tout seul chez soi dans sa maison. Mais aussi, on l'a écrit, vivre en copropriété, ce n'est pas non plus comme vivre à l'hôtel. Il y a des… C'est ça. Je vais vous laisser élaborer là-dessus, M. Miron, mais c'est important. Évidemment, depuis tantôt, dans la partie un peu plus technique, là, avant, on a parlé de déclaration, un contrat d'adhésion, on n'a pas le choix, on adhère. Il y a des charges communes auxquelles on doit absolument payer. L'Assemblée générale n'est que consultée pour le budget. Les contrats, les soumissions, c'est le conseil d'administration qui décide. Donc, vous voyez qu'il y a un nombre restreint de personnes qui ont un rôle important. Et le rôle le plus important des administrateurs, c'est la communication. Un administrateur qui est un bon communicateur, qui va, comme vous le dites, M. Valade, bien expliquer
à ses commettants, donc à l'ensemble des copropriétaires de la communauté résidentielle, et il va être en mesure de faire comprendre à ces gens-là qu'on a tous une part de responsabilité, une part d'argent à mettre de côté. Et comme vous le dites, là, moi, je dirais dans 95 des cas, ça va toujours bien. C'est certain qu'on a toujours des fois un ou deux copropriétaires qui sont un petit peu plus difficiles. Ils ont le droit, tant qu'ils respectent les gens, ils ont le droit de poser des questions. Et c'est à nous, comme administrateurs, qui sommes bons communicateurs, de leur expliquer que vivre en copropriété, il y a une partie communautaire dans ça. Mais effectivement, on n'a pas de problème là, à cet effet-là. Non, c'est ça. Puis, Lou, tu fais du bruit. et les administrateurs, vous avez le droit de ne pas être parfait non plus dans votre communication, mais l'important, c'est vraiment de garder une forme d'ouverture. Puis c'est vrai pour les copropriétaires aussi, c'est d'être conscient que tout le monde est chez soi et tout le monde essaye de vivre du mieux qu'ils peuvent dans cette communauté-là. Donc, c'est ça. C'est vraiment de l'échange. Et quand je dis ce n'est pas comme vivre à l'hôtel, c'est aussi qu'en tant que copropriétaire, l'administrateur n'est pas à vos ordres et il n'a pas pour mission de justement, ce n'est pas un service de conciergerie, l'administrateur. Il a des fonctions qui sont importantes, qui lui prennent beaucoup de temps aussi. Donc, il faut être conscient de ça. Et il a des comptes à vous rendre, évidemment, puis il a des choses dont il doit s'occuper, mais il n'est pas aux ordres des copropriétaires tout au long de l'année. J'ai écrit aussi vivre en copropriété, ce n'est pas non plus comme vivre en coopérative d'habitation. Ça, c'est-à-dire qu'en copropriété, vous ne pouvez pas non plus. Les administrateurs ne peuvent pas vous demander de faire des choses comme OK, cette année, on tond le gazon à tour de rôle, cette semaine, c'est toi, cette semaine, c'est toi, puis on s'arrange comme ça. C'est pas, je veux dire, si tout le monde veut procéder comme ça, vous avez le droit de le faire, mais par défaut, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on a des services comme ça pour l'immeuble, pour les parties communes d'entretien ou de travaux, etc., eh bien, soit on paye quelqu'un pour le faire, soit on s'arrange entre nous, mais il n'y a pas d'obligation pour qui que ce soit de le prendre. Et ça vaut pour les administrateurs aussi. Ce n'est pas parce que vous êtes administrateur que c'est à vous de sortir les poubelles toutes les semaines et que c'est à vous de tondre le gazon toutes les semaines aussi. Ça, typiquement, c'est un point que vous pouvez mettre dans le budget et engager des compagnies pour le faire. Je pense que ça répond à une des questions qu'on avait justement où on nous dit ce n'est pas vivre en logement non plus, les administrateurs ne sont pas des concierges, c'est très vrai. Là. Il y a vraiment une relation d'égo là-dedans. On nous dit aussi difficile de communiquer quand les déménagements sont fréquents et que les unités deviennent plutôt louées. Ça nous amène justement à notre point suivant. Puis je l'ai classé sous résolution des conflits, mais ce n'est pas toujours, c'est pas nécessairement juste ça. Mais chaque copropriétaire a les mêmes droits et obligations. Et plus large que les copropriétaires, tous les occupants sont chez eux dans l'immeuble. C'est-à-dire qu'un locataire dans l'immeuble qui loue une unité, il est chez lui aussi. Là. Il n'a pas tout à fait les mêmes droits que les copropriétaires dans le sens où il n'aura pas de vote à l'Assemblée générale. Ça reste le copropriétaire qui a son vote à l'Assemblée générale. Mais les locataires dans l'immeuble, ils habitent aussi chez eux, ils font partie de cette communauté-là. Ils doivent évidemment respecter la déclaration de copropriété, comme tous les occupants. Ça peut être, vous pouvez avoir de la visite, là, vous pouvez avoir votre sœur qui vient vous voir pendant une semaine chez vous, elle doit aussi respecter la déclaration de copropriété. Ça, il n'y a personne qui y échappe. Et ça va être votre responsabilité, justement, quand vous avez de la visite, de vous assurer qu'ils sont conscients de ça et de ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous besoin de lire la déclaration, mais au moins juste que vous leur disiez s'il y a des choses en particulier auxquelles faire attention. Et j'ajouterais sur les locataires aussi, ils ont les mêmes droits d'accès et de jouissance aux parties communes que les copropriétaires. Par exemple, si vous avez une piscine dans votre copropriété, tous les occupants de l'immeuble ont accès à la piscine. Et après, on peut l'élargir des fois aussi un peu justement. Ça, il y a des déclarations de copropriété qui prévoient que les visiteurs peuvent, que les copropriétaires peuvent inviter des visiteurs à la piscine, par exemple. Mais ça c'est à vérifier dans votre déclaration de copropriété, justement. Peut-être, M. Miron, vous avez justement des exemples de vie ou de situation avec les locataires aussi. Ça arrive. La question la plus fréquente, c'est comment peut-on écrire un règlement d'immeuble qui va interdire aux locataires d'aller à la piscine? On ne peut pas avoir un règlement d'immeuble qui va interdire aux locataires d'aller à la piscine. Il est un occupant de l'immeuble, comme vous avez dit. Il a le droit
il y a une piscine, bien, il a le droit d'utiliser la piscine, évidemment, en respectant les directives, en respectant le règlement d'immeuble, les heures d'ouverture, etc., etc. Mais il a le droit d'aller parce qu'il faut bien comprendre que le locataire lui a loué son appartement moyennant un loyer et qu'une partie de ce loyer-là, ben, c'est justement parce qu'il y a une piscine. Donc, il a le droit d'utiliser la piscine. Il ne dira pas au copropriétaire bailleur, ben moi, c'est à moi là un petit peu moins cher parce que la piscine, je ne m'en sers pas, je ne vais jamais à la piscine. Pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il est un occupant de l'immeuble, il a les mêmes droits et c'est toujours marqué dans toutes les déclarations de copropriété que le copropriétaire, le locataire et les occupants de l'immeuble, quels qu'ils soient, ont tous les mêmes droits et obligations. Donc, il a le droit d'aller à la piscine. Et souvent, c'est des choses qui nous reviennent là, assez fréquemment. Oui, exactement. Puis là, on a une question qui est intéressante sur le locataire. Justement, on dit si le locataire est délinquant, est-ce que le syndicat doit s'adresser au locataire ou au copropriétaire? Ben, je dirais que ça dépend du type de délinquance aussi. Mais l'interlocuteur du syndicat, c'est le copropriétaire. Et le copropriétaire, lui, doit s'assurer que son locataire respecte les dispositions. S'il y a par exemple, dans certaines copropriétés, il y a ce qu'on appelle des clauses pénales qui prévoient des amendes pour des infractions à la copropriété. Ça va être adressé au copropriétaire et non pas au locataire. Le lien entre le conseil d'administration, le syndicat et l'unité, il se fait par le copropriétaire. Après, le locataire, par contre, s'il est délinquant, je veux dire de manière un peu plus de la réelle délinquance, s'il y a besoin de faire intervenir, par exemple, la police, ben là, c'est la police qui s'en occupe et qui s'occupe de ça avec l'occupant, mais ce n'est pas des enjeux de copropriété en tant que tel rendu là. On est à un tout autre niveau. Et je le dis justement pendant qu'on parle de police, là, le conseil d'administration doit faire respecter la déclaration de copropriété. Ça fait partie de ses fonctions, c'est important. Mais il ne sert pas de police non plus dans l'immeuble. Ça, un exemple que je peux vous donner, c'était au début de la COVID. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on n'avait pas le droit de recevoir de visiteurs chez nous. Ben, je pense que tout le monde s'en souvient, on l'a tous vécu, c'était pénible. Mais ce que ça veut dire, ce n'était pas aux syndicats, ce n'était pas aux administrateurs de surveiller les allées et venues dans les corridors et de s'assurer que les copropriétaires avaient des gens chez eux ou pas. Ça, on n'était vraiment pas là-dedans, ce n'était pas le rôle du syndicat. S'il y avait des doutes, il y avait d'autres manières à faire, d'autres choses à faire que ça. Mais par contre, si le syndicat, on lui dit, par exemple, ben, un tel laisse traîner ses bottes dans les corridors tout le temps, puis encombre les parties communes ou son vélo ou je ne sais quoi d'autre, ben, le syndicat, il devra intervenir pour s'assurer que la situation cesse. Mais ce n'est pas au syndicat justement de servir d'intermédiaire nécessairement dans la dispute de voisinage. C'est vraiment de s'occuper de la déclaration de copropriété. Monsieur Miron, peut-être là-dessus? Ben, effectivement, quand vous parliez de bottes dans le corridor, des choses comme ça, ben, on fait affaire avec le copropriétaire qui, lui, verra à dire à son locataire de respecter la déclaration de copropriété qui, exemple, interdit de laisser des choses dans le corridor, bottes, bicyclettes, etc. Par contre, si c'est le locataire qui est en train de défoncer tous les murs puis toutes les parties communes, ben moi, j'appellerai tout de suite la police, je n'appellerai pas le copropriétaire qui, lui, va appeler la police par la suite. Donc, il y a toujours aussi le type d'intervention ou le degré de dangerosité de l'événement. Donc, si c'est des bottes ou de la bicyclette, bon, on appelle le copropriétaire. Mais si le locataire est en train, comme vous dites, de tout briser les parties communes dans le garage, bien, peut-être que j'appellerai la police. C'est ça. Et ces situations-là sont les mêmes que le fautif soit locataire ou copropriétaire. Ou juste un n'importe invité. N'importe qui d'autre, oui. C'est ça, ça ne change rien là-dedans. Puis peut-être pour continuer sur une voie un peu plus légère et un peu plus enthousiasmante justement pour la copropriété. La copropriété, c'est aussi une occasion d'avoir des relations un peu plus proches avec certains de ses voisins et d'avoir des projets communs. Dans le dernier numéro du Condo Liaison qui doit être arrivé chez vous très récemment ou qui est sur le chemin pour ceux qui sont membres du RGCQ, on a tout un dossier justement sur les projets communautaires.
Donc là, c'est intéressant parce que vous pouvez faire des choses ensemble. Il y a vous le lirez, là, je veux dire, il y a des activités culturelles, il y a des choix, vous pouvez vous impliquer, là, justement, je le dis un peu en vrac, là, mais il peut y avoir des comités mis en place par le conseil d'administration sur différents sujets. Ben, ça peut être, par exemple, sur la décoration, quand vient le temps, des fois, dans un syndicat, là, de changer certains aspects de la décoration. Ça peut être sur le paysagement, qu'est-ce qu'on veut voir planter chez nous. Ça peut être toutes sortes de choses. Le syndicat, c'est vraiment la vie en communauté, ça peut être une belle occasion aussi, justement, de vivre ensemble et de partager des choses avec nos voisins qu'on n'aurait peut-être jamais su qu'on avait tous ces points communs. Là, M. Miron, je pense que peut-être c'est des choses que vous avez vues ou vécues Ben, aussi. moi, j'ai un exemple concret, pas nous, mais l'immeuble de copropriété qui est à côté du nôtre. Évidemment, ils ont une entreprise pour le paysagement, c'est-à-dire qu'ils viennent seulement faire la tonte du gazon. Et ils sont, je crois, 100, 150 copropriétaires. Ben, ils ont un comité de paysagement qui s'occupe des petites fleurs et puis des petits plants de tomates et des choses comme ça. Donc, ils ont un coin jardin qui est administré, géré par un comité de copropriétaires qui s'amusent tout l'été avec leurs petites fleurs, leurs plantes de tomates. Et je crois que l'ensemble des copropriétaires peut bénéficier de ça. Et la partie la plus ardue, donc la tonte du gazon, ramassage des feuilles à l'automne, ces choses-là, ben, c'est donné à une firme qui fait la tonte du gazon. Donc, c'est hybride dans leur situation. Et tout le monde est heureux. Moi, quand je passe puis je vois des messieurs et des madames qui sont en train de travailler dans leur jardin, je leur donne un petit coup de jasette et puis ils sont bien heureux de s'occuper. S'ils n'avaient pas ça, ils seraient peut-être un peu malheureux. Ça leur rappelle peut-être que quand ils avaient une maison unifamiliale, ben, ils avaient leur petit coin jardin dans la cour. Puis là, ben, ils pensaient que s'en aller vivre en copropriété, ben, qu'ils n'auraient pas eu cette possibilité-là. Puis au contraire, ils l'ont. Puis au lieu de travailler seul dans leur petit jardin, ils travaillent à 10, 12 personnes. Donc, c'est un côté communautaire et c'est le fun. C'est ça exactement. Puis c'est un bel exemple aussi parce que c'est quelque chose qui peut se faire. Ça peut se faire avec un triplex, ça peut se faire avec un immeuble de 150 personnes. Il n'y a pas de chacun à son échelle. Si on veut le faire, on peut le faire. Puis ça donne cette proximité-là. Puis déjà, ce lieu d'échange là qui existe où on connaît peut-être un peu mieux nos voisins que dans d'autres modes d'habitation. Et souvent, dans les gros immeubles de condos, ils vont avoir ce qu'on appelle une salle communautaire. Donc, j'ai vu souvent des comités qui vont organiser, comme vous dites, party de Noël, party de tea, qui vont faire venir souvent aussi des artistes qui vont venir faire un spectacle. Donc, c'est un comité de copropriétaires qui fait rapport au conseil d'administration, mais qui n'est pas des administrateurs et qui prennent en charge une petite partie de la vie communautaire du complexe résidentiel. C'est ça. Et encore une fois, vraiment sur une base volontaire, il n'y a personne qui est obligé de participer à ça. Mais si c'est quelque chose qui vous tente, c'est un beau lieu pour faire ça, la copropriété. Donc, ça nous amène à la fin de la présentation et il y a plusieurs questions là, auxquelles on n'a pas encore répondu, évidemment, que vous nous avez posées. Puis là, ça va être le moment où on va les passer en rafale. Si vous en avez d'autres, il nous reste à peu près un quart d'heure. Là, je pense qu'on aura le temps de faire le tour à peu près. Il y en a. Et Clémence, là, évidemment, tu es encore avec nous. Je ne sais pas si ça s'est rétabli sur Facebook, mais s'il y a des questions qui arrivent de Facebook, n'hésite pas à nous les transmettre. Là. On va les prendre aussi. On se fait poser plusieurs fois la question, on parlait de changement à la déclaration de copropriété sur les changements implicites ou par l'usage de la déclaration. Ça, il faut savoir, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas avocat. Il faut savoir que la dernière réforme là, du Code civil a interdit les modifications implicites à la déclaration de copropriété. Là. Ce qui est écrit, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui devrait être respecté. Donc, les changements implicites. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite peut-être, si vous êtes membre, à nous appeler. Nos conseillers InfoGestion, ils pourront vous en parler un petit peu, mais ça, on risque de bien vite aller dans du juridique. Et pour ça, les membres, vous avez tous accès à une consultation juridique gratuite par année aussi. Et ce serait une excellente occasion de l'apprendre pour faire le point sur cette question-là avec un avocat spécialisé. Mais de toute façon, le Code civil est très clair là-dessus. Là. Exactement. Tout ce qui est tacite, il faut que ce soit écrit ici. On ne peut plus invoquer que ça se fait comme ça depuis, comme on disait anciennement, les us et coutumes, c'est fini, ça. Là.
C'est ça. Non, et non seulement il faut que ce soit écrit, mais il faut que ce soit aussi voté selon les Oui, majorités voter, oui, prévues, là. Parce oui. que c'est ça qui compte. Il ne faut pas qu'il y ait des arrangements de gré à gré. Et vous allez le voir, justement, ça faisait partie d'une des questions. Au fil des années, ça a été fait comme ci, ça a été fait comme ça, de manière tacite. Vous avez tout intérêt à ce que tout soit écrit, à ce que tout respecte les dispositions du Code civil, parce que ça va être de la clarté pour tout le monde, ça va être facile à, à comprendre pour les acheteurs potentiels aussi quand vous allez vendre. Peut-être que vous allez vous faire poser moins de questions par les notaires et surtout peut-être que vous aurez les réponses à toutes les questions, ce qui va sécuriser tout le monde dans les transactions. Et ça va aider à avoir une copropriété bien gérée, durable. Il n'y a que des avantages pour ça. On nous demande aussi quelle est la différence entre une coopérative d'habitation et une copropriété. Effectivement, dans les deux cas, on parle d'organisation à but non lucratif, là, à la fois la coopérative et la copropriété. Mais la différence, c'est qu'en copropriété, vous êtes propriétaire, alors qu'en coopérative d'habitation, vous payez finalement un peu l'équivalent d'un loyer pour habiter là. Et ce n'est pas du tout le même cadre juridique non plus. Et souvent, il y a certaines tâches qui sont obligatoires là, dans l'acte de coopérative. Là. Je ne m'y connais pas beaucoup, mais souvent, là, je connais des gens qui vivent en coopérative comme ça et ils ont l'obligation, je donne un exemple, le ramassage des feuilles, il faut qu'ils mettent tant d'heures par année à faire certains travaux sur leur complexe résidentiel. Donc, ce n'est pas du tout la même approche. Le principe est pareil, mais l'approche est complètement différente. C'est ça, exactement. Puis il y a un mode ou l'autre qui peut vous convenir plus ou moins. Donc ça c'est vraiment de la préférence personnelle là, sur ce que vous voulez faire. On nous demande, le budget est adopté par le conseil d'administration élu lors de l'AGA. J'aimerais savoir si le CA doit procéder à une adoption officielle des états financiers annuels ou seulement signer ces états financiers pour les inclure aux documents de copropriété. Monsieur Miron, là-dessus peut-être. Donc, les états financiers, donc, à chaque année à l'Assemblée générale annuelle, les administrateurs doivent faire état de leurs activités de l'année précédente. Et donc, faire état, ça comprend le dépôt des états financiers, dépendamment là, de la déclaration. La loi ne prévoit rien, mais les déclarations de copropriété peuvent dire que les administrateurs déposent des états financiers. Ils peuvent dire que les administrateurs doivent avoir un audit des états financiers, ça doit être fait par un CPA, etc. Donc, dépendamment de la déclaration de copropriété, c'est elle qui va préciser quel est le type d'état financier qu'on va présenter à l'Assemblée générale annuelle des copropriétaires. Maintenant, de plus en plus souvent, on retrouve rien dans les déclarations de copropriété. Donc, on dépose les états financiers tels que préparés, là, soit par le trésorier du conseil d'administration ou par un comptable. Des fois, c'est un comptable qui va préparer les états financiers, mais s'il n'y a rien qui est précisé, il n'y aura pas d'audit, il n'y aura pas rien de ça. Et évidemment, les coûts sont moindres que si on a un audit, exemple, ou d'autres types d'intervention d'un CPA qui, là, à ce moment-là, devra venir faire le dépôt des états financiers et évidemment expliquer les revenus, les dépenses, s'il y a des questions à cet effet-là. Exactement. Donc, c'est la déclaration qui va le spécifier. C'est la déclaration qui le précise. Et puis, on peut imaginer évidemment que quand vous êtes un petit syndicat de 4, 6, 8, là, où il n'y a pas beaucoup de transactions, d'opérations comptables au fil de l'année, ce n'est pas du tout le même type d'état financier qui se fait que quand vous êtes 150 ou 200 et où là, il y en a beaucoup. Et quand il y a un syndicat mixte, c'est-à-dire du résidentiel, du commercial, l'industriel, là, c'est toujours comme ça là, que ça va être il va y avoir sûrement un audit des états financiers par un CPA à ce moment-là. Clémence, est-ce que tu as quelque chose pour nous? Oui, on a une question. En fait, avec la nouvelle loi sur les renseignements personnels, comment un CA peut rédiger la politique sans trop d'erreurs? Mais justement, on a un webinaire qui aura lieu sur le sujet le 31 janvier prochain. Donc, vous pouvez aller sur rgcq.org. Puis comme ça, vous allez pouvoir voir toutes ces informations-là. Puis sinon, on a une autre question aussi. S'il y a une poursuite intentée du syndicat à l'encontre d'un propriétaire pour non-respect des règlements, par exemple, est-ce que ce sont les frais de condo qui payent pour la poursuite? Et si un propriétaire poursuit le syndicat, est-ce que c'est le même fonds qui paye? Alors là, pour cette réponse-là, on va vous donner une réponse un peu générale. Il y a des choses là-dedans qui relèvent plus d'un juriste, là, mais les dépenses du syndicat, évidemment, c'est les dépenses communes, c'est le budget, c'est les charges communes.
Le copropriétaire, par contre, qui poursuit son syndicat, ben, c'est une démarche individuelle. Donc ça, c'est ses frais à lui. Après, ce qui peut se passer au moment de la résolution là, du conflit, ça va dépendre à chaque fois. Puis vraiment, je vous encouragerais à en parler avec un avocat pour être sûr du fonctionnement. Alors, pour continuer dans nos questions, justement, on parlait de la difficulté des fois à recruter des administrateurs. On nous demande, au cours de la prochaine Assemblée générale, on aura 2 postes à combler sur un CA de 4 administrateurs et nous n'avons pas les moyens de payer un gestionnaire externe. Déjà, le gestionnaire ne remplace pas les administrateurs. Le gestionnaire, il assiste les administrateurs dans certaines tâches, mais il n'a pas les mêmes responsabilités ni les mêmes pouvoirs que l'administrateur. Donc, ça, c'est sûr. Mais quelles sont les avenues possibles afin que les 2 administratrices restantes puissent se préparer adéquatement? Donc, il y a peut-être deux volets là, à cette question. Se préparer à 2 au lieu de 4 pour un CA, ben, c'est sûr que ça va être tout simplement plus de travail par administrateur. Là. Je pense qu'on ne peut pas y échapper malheureusement, mais peut-être ce qui est plus intéressant. Ouais, allez-y. S'il y a 2 administrateurs sur 4, Parce il qu'il ne y a peut pas des y avoir de démissions. conseil d'administration, il n'y a pas quorum. C'est ça, Le mais quorum, c'est 50% plus 1. Donc, c'est ça, dépendant de vos dispositions dans la déclaration, là, mais ce qu'il faut, c'est sûr, c'est trouver 4 administrateurs à votre Assemblée générale. Et ça, comment on fait pour se préparer, pour aller recruter des administrateurs? Ça, c'est ingrat comme tâche de recruter des administrateurs. Mais je pense qu'il faut juste à la fois faire appel aux bonnes volontés, mais aussi finalement expliquer aux copropriétaires que c'est important et que c'est, comme on l'a dit, c'est vraiment le fonctionnement de la copropriété qui est en jeu et par extension, la valeur de leur bien immobilier là, qui est en jeu, le fait qu'une copropriété soit bien administrée. C'est important, ça coûte d'avoir une copropriété mal administrée. et souvent, c'est une question qui nous revient au niveau infogestion. Je leur dis à ce moment-là aux administrateurs de 2 choses l'une. Si vous n'avez pas assez de candidats pour faire partie de votre conseil d'administration, parce que effectivement, les copropriétaires disent ben, c'est trop de travail, je ne veux pas m'impliquer, je n'ai pas de temps pour ça. Ben, si vous n'avez pas d'assez d'administrateurs, le tribunal va vous en nommer un à gros frais. Tandis que vous pouvez avoir un conseil d'administration qui va être assisté par une firme de gestion qui, elle, va vous coûter moins cher et qui va faire la partie de votre travail qui est la plus ingrate. Là. Demander des soumissions, préparer les ordres du jour, préparer les procès-verbaux, et les administrateurs vont avoir à décider. Donc, c'est un choix que les gens peuvent faire à ce moment-là. Parce que vous l'avez dit, là, c'est obligatoire un conseil d'administration. On ne peut pas s'en passer. Je reviens à votre exemple. Si j'ai bien compris, s'ils sont 2 administrateurs et que la déclaration prévoit 4 administrateurs, bien, ça en prend minimalement un autre parce que sinon, il n'y a pas quorum, il n'y a plus de conseil d'administration. C'est ça. Puis dans la question, d'ailleurs, qui était posée, c'était précisé que c'était une copropriété de 15 unités. 4 administrateurs pour une copropriété de 15 unités, je vous dirais que c'est peut-être un peu au-dessus de la moyenne de ce qu'on voit habituellement. Souvent, on en demande 3. C'est suffisant. 3, c'est suffisant. 3, c'est souvent suffisant. On l'a dit, un nombre impair, c'est utile aussi. Oui. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez donc faire changer dans votre déclaration de copropriété. Là, ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder. On nous pose la question, est-ce qu'un administrateur a le droit d'avoir plusieurs votes s'il possède plusieurs unités? Alors là, je pense que c'est important de séparer là, les votes au conseil d'administration des votes à l'Assemblée. Puis peut-être M. Miron, là, si vous voulez. Ben, c'est ça. Un vote au conseil d'administration, c'est un vote. On ne peut pas être 2 fois administrateur sur le même conseil d'administration. On est administrateur et quand on est administrateur, on fait partie d'un organisme qui s'appelle le conseil d'administration et toutes les personnes qui sont là, s'il y a 3 administrateurs, s'il y a 4, s'il y en a 5, s'il y en a 10, c'est un vote pour chacun des administrateurs. Tandis qu'à l'Assemblée générale, l'administrateur qui là agit comme copropriétaire, s'il a 3 unités d'habitation qui lui appartiennent, ben, il va avoir autant de votes que le total de ces 3 unités d'habitation-là. Assemblée générale, il peut avoir plusieurs votes,
conseil d'administration, un seul vote. C'est ça, exactement. Encore sur la problématique là, du manque d'administrateurs, on nous dit, nous sommes 4 copropriétaires et 2 ne sont pas intéressés par le conseil d'administration. Que faire? Ben, des fois c'est dommage comme ça, mais quand on habite en copropriété, il faut être intéressé un peu aussi là, à participer à ça, surtout quand on n'est pas nombreux. Ce qu'on peut préciser là-dessus, sur le conseil d'administration, on l'a dit plus tôt, en fonction des dispositions de votre déclaration, mais ce n'est pas obligé d'être des gens qui habitent dans la copropriété, ou alors ce n'est pas obligé. Ce qu'on voit souvent aussi, c'est que des fois, il y a des couples qui sont copropriétaires et qui sont tous les deux administrateurs. Ça, après, quand on est un petit immeuble, des fois, ça peut amener un peu de friction parce qu'on se dit ils prennent les décisions pour nous, mais à ce moment-là, il faut choisir d'aller sur le conseil d'administration. Il faut prendre les choses en main, mais ça, un conseil d'administration qui est toujours le même, est-ce normal? Ben là, ce qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent aller sur le conseil d'administration? Parce que ce n'est pas anormal, ce n'est pas forcément un problème non plus, mais c'est sûr que ça fonctionne par élection. Si les gens se présentent et qu'ils sont élus, il faut qu'ils y aillent. Si les gens décident de ne pas se présenter, ben, c'est sûr que le conseil d'administration va rester le même. Si les gens décident de continuer aussi, ceux qui sont administrateurs en ce moment. Mais on le voit, là, des conseils d'administration qui restent pendant 10, 15 ans même. Je pense que c'est une bonne pratique quand même d'essayer d'avoir un certain roulement, à la fois pour éviter de se brûler en faisant ça tout le temps, mais aussi peut-être pour impliquer plus de personnes. C'est une bonne chose de préparer la relève parce que des fois, si on reste, puis vous me confirmerez peut-être ça, M. Miron, là, mais si on reste 10 ans, par exemple, les 3 mêmes sur le conseil d'administration décident de quitter tous ensemble, ben après, c'est bonne chance pour récupérer les dossiers. Bien, évidemment, quand on a ce genre de situation-là, les administrateurs, c'est mon cas. Je suis administrateur d'un syndicat de copropriété depuis 12 ans. Donc, mais la relève, comme vous le dites, là, ça ne lève pas la main, ça se bat pas au portillon pour être administrateur. Et l'important, c'est d'avoir un registre de la copropriété qui est toujours à jour. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, un malheur ou une démission soudaine, ben, il faut que le registre de la copropriété, que tout ce qui est administré soit bien à jour. Et évidemment, souvent aussi, on dit que c'est les mêmes, mais c'est les mêmes parce que souvent, vous allez avoir des professionnels du bâtiment. Donc, si c'est un ingénieur, un architecte ou un technologue en bâtiment qui est sur le conseil d'administration d'un immeuble de 42 étages, ben, même si ça fait 10 ans, c'est toujours pratique d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. Il peut y avoir aussi, des fois, c'est un avocat, un notaire, donc un comptable. Donc, souvent, on revient que ces gens-là vont s'impliquer parce que c'est leur profession et ils connaissent une partie importante de l'administration et la gestion d'un conseil d'administration. Donc, moi, c'est un petit peu mon cas. Donc, et les gens, ben, heureusement pour moi, la confiance est là. Les gens me font confiance depuis 10-12 ans. Puis, je suis là. Mais les 2 autres administrateurs dans un des syndicats, ben, il y a régulièrement un changement d'administrateur, ce qui fait en sorte que le roulement est là, l'expérience est là et les autres sont là pour apprendre. Et si jamais il y a quelque chose qui arrive, ben, ils seraient prêts à prendre le relais. Puis dans l'autre syndicat de copropriété, bien là, vous allez sursauter, mais on est 14 administrateurs. Donc là, c'est certain qu'on est 2 qui sommes là depuis 12 ans et les 12 autres, la moyenne, c'est 1,1 an à peu près. Donc, il y a du roulement, mais ça fait en sorte que si jamais il arrive quelque chose, bien, il y a quelqu'un qui connaît. Mais l'élément important, quand on a des gens qui sont là depuis longtemps, c'est que le registre de la copropriété soit toujours à jour et que les copropriétaires ben, aient une confiance en leurs administrateurs. Exactement. Clémence? Oui, il y a une personne qui nous demande est-ce qu'offrir la possibilité de location change la vocation de l'immeuble? Alors ça, c'est une question 100% juridique. On ne s'aventurera pas du tout sur ce terrain-là ce soir. Mais surtout que la destination de l'immeuble, c'est un grand sujet. Là. Donc, je ne donnerai pas de réponse du tout là-dessus. Par contre, là, on a une question justement sur la tenue du registre et de la déclaration. On nous demande, on prend des décisions inscrites au procès-verbal chaque année à la GA.
mais pas retranscrites dans les règlements de la déclaration. Ces décisions sont-elles tout de même reconnues comme règlements? Si vous adoptez des règlements en assemblée, oui, ça va être des règlements qui sont valides, mais c'est votre responsabilité à vous après de les annexer à la déclaration, là, justement pour que pour que tous les copropriétaires actuels, mais surtout les futurs copropriétaires, savent dans quoi ils s'engagent. Parce que si quand vous donnez votre version de la déclaration, il manque les trois quarts des règlements parce qu'ils sont à trouver dans les procès-verbaux de l'Assemblée, je pense que ce n'est pas la bonne manière de procéder en tant que conseil d'administration. Normalement, le conseil d'administration et ou l'Assemblée générale va adopter des règlements qui doivent faire partie du procès-verbal de l'Assemblée générale ou du conseil d'administration. Et là, bien, les administrateurs, par la suite, bien, là, c'est de la bonne administration et de la bonne gestion, comme vous le dites. Là, on n'aura pas des règlements sur 10 ans qu'on va retrouver à chaque année dans chacun des procès-verbaux. On doit les concentrer et les annexer d'une façon ou d'une autre à la fin de notre déclaration de copropriété pour faire en sorte que le nouvel arrivant, copropriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble, bien, puisse savoir. Et souvent, c'est des règlements d'immeuble, ça, là. Et c'est au niveau des locataires et des occupants d'immeubles, c'est ça l'important qu'ils doivent recevoir du bailleur ou des administrateurs. Donc, on s'organise pour avoir un seul document et, comme vous le dites, pas être obligé d'aller chercher ça dans 15 ans. Là, à chaque année, on a des règlements. Puis, donc, on les concentre dans un document. Puis ça fait partie du règlement de l'immeuble annexé à la déclaration de copropriété. Exactement. On nous dit justement en parlant de registre, registre à jour égale archivé à l'ordinateur. Moi, je ne vous cache pas que je pense que ça aide beaucoup l'informatique dans ces cas-là. Mais il n'y a pas d'obligation de format ou de support, cependant. Il n'y a pas d'obligation. Par contre, si vous allez dans la boîte à outils du RGCQ, quand on parle du registre de la copropriété, la numérisation et tout ça, on vous explique un peu comment ça fonctionne. On vous donne des balises, on vous donne un gabarit. Moi, personnellement, je suis un petit peu maniaque. Je garde tout ce qui est papier aussi, évidemment, en faisant le ménage régulièrement parce qu'il y a des documents qu'on peut se départir. J'ai donc une copie papier, j'ai une copie sur mon ordinateur, une copie sur un disque dur à part et une copie sur une clé USB qui est remise à un autre administrateur pour faire en sorte que si malheureusement mon unité d'habitation avait un sinistre majeur et que tout est perdu, bien, il y a quelqu'un quelque part qui a tout, lui, sur une clé USB ou un disque dur. Mais ça, c'est moi. Oui, je peux dire sans trop m'avancer que ce n'est pas tout le monde qui procède comme ça. Non, c'est ça. Ça a l'air assez prudent, effectivement. Mais il m'appelle Jeannot Prudent chez nous. Là. Je ne sais pas pourquoi. Il vaut mieux ça qu'être trop audacieux des fois, surtout avec ces données-là. Après, il y a des documents des fois qui sont compliqués à numériser. On peut penser au plan de l'immeuble. Donc, c'est bon d'avoir des copies papier de certains documents aussi. Il n'y a pas de. Et c'est tout à fait compatible de toute façon. Et c'est notre recommandation en général d'avoir les deux, les documents numérisés et les documents papier, parce que ça vous aide beaucoup à la fois pour le classement, pour le partage de ces documents, le cas échéant aussi, mais garder une vraie bonne archive. Et souvent aussi, quand on l'a numérisé, bien, souvent, il y a quelqu'un qui va vous appeler et dire je voudrais voir un peu le registre de la copropriété. Il ne viendra pas passer 3 heures chez vous à fouiller dans les papiers pour trouver des choses. On va lui envoyer, pèse sur le piton, puis tout on va de façon numérique. Et là, il fouillera ça chez lui. De toute façon, tout ce qui est dans le registre de la copropriété est accessible aux copropriétaires, tout en respectant les lois, dont la loi 25 sur les renseignements personnels. Donc, si on a ça, il n'y a aucun problème. C'est ça, exactement. C'est tout le temps qu'on avait ce soir. Merci beaucoup à tous nos participants. Merci beaucoup, M. Miron aussi. Merci à tous. Merci, M. Vallat. Merci, Mme Beauvais. Oui. Merci, Clémence. Puis, je pense que c'était un très bon webinaire. J'espère que vous avez trouvé toutes les informations dont vous aviez besoin. Il y a des questions sur les locataires auxquelles on ne peut malheureusement pas répondre parce que là aussi, on va un peu dans le juridique un peu trop. Mais c'est peut-être une bonne idée de sujet pour des futures formations. On n'en manque pas de toute façon. Si vous allez voir notre page d'activité au rgcq.org, vous allez voir qu'on a plein de formations pour vous. Puis n'hésitez pas,
si vous êtes membre, à appeler vos conseillers InfoGestion, dont M. Miron. Je vois plein de petites choses comme ça. J'imagine que c'est des questions ou qu'on ne peut malheureusement pas répondre. Oui, effectivement. Peut-être une dernière petite publicité. On a le service InfoGestion au RGCQ. On fait ça du lundi au vendredi. S'il y en a qui veulent absolument me parler, c'est le lundi. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Parfait. Et puis pour rappel, les personnes qui nous sont inscrites sur le site web, vous allez recevoir automatiquement la présentation par courriel ainsi que l'enregistrement du webinaire. Puis pour les personnes qui nous ont suivis sur Facebook, vous pouvez nous écrire à événement@rgcq.org. L'adresse courriel est également inscrite dans les commentaires. Puis vous allez pouvoir recevoir ces éléments-là. Donc merci à tous les deux pour cette présentation et les nombreuses réponses aux questions. Puis, je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire. Donc, vous pouvez voir la programmation sur rgcq.org. On a notamment un webinaire demain pour les nouveaux administrateurs qui sera donné en anglais sur le fonds d'auto-assurance le mardi 24 janvier et sur l'Assemblée générale annuelle, cette fois-ci, qui sera en personne à Gatineau. Donc, merci à tous et bonne soirée.